Salut Romain, plaisir de te voir. Ce qui est intéressant dans le parcours que tu as et dans la société pour laquelle tu travailles, c'est que c'est une société de télévision traditionnelle, Flair Productions, et puis qui continue à avancer et à investir sur le développement, la recherche. Quel est ton job à l'intérieur de Flair Productions ? Merci Alexandre pour cette invitation. Et bonjour Clara. Bonjour Romain. Flair Productions, au départ, comme tu le notais, c'est une société de production audiovisuelle classique qui a maintenant 12 ans et on va dire qui se déploie pour l'instant en 3 étapes. La première étape, ça a été une production de documentaires orientée plutôt sur les thèmes de l'environnement et les thèmes de société. Ça a été un volume de production d'une trentaine, et ça l'est encore, d'une trentaine de productions par an. Et puis on a basculé avec une volonté, il y a maintenant 4 ans, et c'est là où je suis arrivé, de diversification pour essayer de raconter des histoires sur tous les médias, et en tout cas de s'interroger, de s'intéresser aux nouvelles écritures au travers de différentes productions. Et puis, pour terminer sur la 3e étape, c'est 2021, c'est un nouveau lieu, le 241, qui réunit différentes sociétés qui ont vocation à travailler en synergie, justement pour, à leur tour, raconter des histoires sur différents supports. Donc c'est la volonté de continuer le même métier, mais de le changer. Tu as notamment fait des documentaires, tu as tout exploré. C'est un terrain exploratoire, les nouveaux médias, et je dirais que nous, à Flair, ça a été une quinzaine de productions. Ça a été une quinzaine de productions avec de la réalité augmentée, des séries digitales documentaires, de la VR et la création d'un pure player. Donc peut-être on peut lancer la vidéo. Pure player. Hop. Voilà. C'est bon. Donc l'enjeu pour les nouveaux médias à Flair Productions, c'est ces nouvelles écritures. C'est-à-dire que ce sont les nouveaux talents, ce sont les nouveaux usages, ce sont les nouveaux formats. Et surtout de nouvelles grammaires en fait. Et c'est vrai que là on parlait, on était dans le métavers. Nous finalement on est un petit peu dans le micro, c'est-à-dire que on essaye de questionner la fabrication et surtout la grammaire en fait émergente qu'il y a autour de ces nouveaux médias. Parce que typiquement, il y a un format auquel nous on s'est énormément intéressé qui est le format vertical. Ce format vertical, nous ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille dessus. Donc il y a eu notamment 2 réalisations, 2 projets qui ont vu le jour avec une autrice, réalisatrice, Camille Ducellier, et qui avait à cœur justement et dans la continuité aussi de son travail autour des nouveaux médias, de questionner ce nouveau format. En allant sur ce terrain-là, on a essayé de penser ces 2 séries digitales documentaires comme si, finalement, on était dans une expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé réalisation d'abord, on a pensé expérience utilisateur. Concrètement, c'est quoi ? C'est de se dire, le smartphone, quand on est chez soi, quand on est assis, quand on est allongé, quelle intimité on a avec ce premier écran. Finalement, c'est celui avec lequel on se couche, c'est celui avec lequel on se réveille le matin, pour certaines et pour certains. Et qu'avec ce téléphone-là, il y a quelque chose qui se raconte, il y a une immersion finalement. Alors, est-ce que c'est une immersion choisie, une immersion subie ? C'est un autre débat, mais en tout cas, c'est là. Et qu'il fallait comprendre la grammaire visuelle qui pouvait accompagner ces nouveaux usages. Et donc ça a été assez concrètement de se dire, tiens, en termes de réalisation, qu'est-ce que ça change le vertical ? Donc ça a été de se dire, le split screen en vertical. La VR, enfin moi je me souviens, tu m'avais montré un travail qui avait été fait avec des architectes, dans des villes. Je ne me souviens plus exactement, je ne sais plus comment il s'appelait, tu peux le raconter ? Oui. Bien sûr, c'est Faire corps avec la ville, de Pauline Marchetti et Mathieu Prada, donc réalisateur venu de la VR, et pour Pauline Marchetti, qui est architecte urbaniste. Et Pauline avait le souhait en fait, de documenter son travail d'urbaniste et de faire un objet qui soit un objet sensible, poétique, en VR,
parce que, et on l'a bien vu ces derniers jours, on voit bien que la VR finalement c'est un champ génial pour l'architecture, et que le souhait c'était de revenir un peu sur les traces documentaires de 3 territoires que sont New York, Shanghai et Marseille. Et donc Pauline avec Mathieu sont allés filmer pour créer une expérience qui est vraiment une façon de rapprocher finalement l'utilisateur de la ville dans une expérience documentaire poétique. Comment tu réagis à tout ce que tu as vu depuis le début, où on voit la technologie rentrer partout, dans la production, dans les effets spéciaux, et puis finalement inspirer des créations? Est-ce que la prochaine étape, c'est pas que tu utilises un moteur de jeu vidéo, parce que on ne peut plus s'arrêter. En fait, comme les choses sont en train de converger, on ne pourra plus imaginer une émission de télé juste comme ça, avec un écran plat. Comment est-ce que tu anticipes ça, alors qu'il n'y a pas encore de modèle économique, quand tu vois le travail que fait Bimersive, est-ce que c'est la direction qu'il faut prendre, avec des éditions simples qui permettent aux gens de s'immerger dans l'histoire? Le maître mot, c'est effectivement cette immersion qui va passer aussi par des nouveaux outils et sur des choses finalement très simples. Je pense par exemple aux players, les players auxquels on est confronté, les players par exemple sur les plateformes qu'on connaît bien. Bon. Demain, ces players, ils vont être augmentés, ils vont se twitchiser, il va y avoir des nouvelles briques fonctionnelles et ça va être donc, c'est un enjeu technologique, bon, bien sûr, mais c'est aussi un enjeu éditorial, parce que comment est-ce qu'on va raconter, capter les publics avec ces players augmentés. Donc ça, je trouve que c'est un terrain très intéressant à venir. Et d'autre part, il y a aussi ce terrain qui est celui du son. Donc, alors, je sais que vous en avez beaucoup parlé ces derniers jours, et notamment sur l'enjeu des assistants personnels pour non pas avoir une offre de contenu qui autour finalement des services qui sont proposés, mais plus d'avoir des expériences de fiction autour des assistants personnels. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous à Flair, on est en développement sur un projet de fiction pour assistants personnels, et ça c'est un terrain qui nous intéresse bien. Et puis enfin, il y a, et peut-être je reviens rapidement dessus, c'était sur le pure player, puisque l'enjeu environnemental, on en a parlé avec la VR, avec Pauline Marchetti, c'est pour nous ce pure player qui est sur Facebook et Instagram autour de l'environnement pour vivre mieux cette transition écologique avec finalement des gestes au quotidien, des solutions pratico-pratiques qui sont données donc tous les jours. Donc là, on va dire c'est une micro-immersion pour le meilleur, pour un mieux vivre ensemble. Et c'est aujourd'hui 2 ans sur le Pure Player, c'est 200 000 abonnés sur Facebook. C'est depuis quelques mois maintenant, on vient juste d'arriver sur Instagram, on est à 8 000 abonnés. Et puis demain et après-demain, on a bien sûr vocation à être sur de nouvelles plateformes. Super. Il y a Michael Sierzinski qui nous a rejoint. Est-ce que tu es là, Michael? On fait du spiritisme. Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Bonjour. Merci. Alexandre, je vous entends très bien, j'ai suivi le débat. Merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à Romain et Clara. Merci Michael. Je voulais qu'on termine cette espèce de tour d'horizon panoramique avec toi, parce qu'à la fois tu es passionné depuis toujours par tout ce dont on a parlé. Tu as été parmi ceux qui ont vraiment mis en lumière, bien avant tout le monde, tout ce qui était en train de se passer. Je sais que tu as aussi beaucoup dû lutter pour faire avancer toutes ces idées et que tu continues, que ton festival est un des grands festivals mondiaux. Qu'est-ce que tu vois comme perception après, avec ton regard, après avoir été dans tous les festivals, notamment sur la narration? Parce que je crois qu'on a tous parlé du changement de perspective. Tous les réalisateurs, tous les créateurs, tous les créatifs ont dit attention, là, c'est plus le même monde, c'est l'acteur qui est au centre du jeu et c'est un peu moins la narration traditionnelle. Toi qui vois tout et qui entends tout, qu'est-ce que tu vois comme tendance et comment tu réagis à tout ce que tu as pu voir depuis ce matin? Alors, effectivement, c'est un changement de perspective. Nous, et merci pour avoir présenté rapidement New Images, Bien sûr. Donc, qui a lieu au Forum des images chaque année. On a eu la chance d'avoir un peu un panel de l'ensemble des perspectives de ce qui se passe depuis l'évolution. Et même si la réalité virtuelle a été lancée depuis longtemps, et qu'il y a eu depuis 2015 une sorte d'appropriation des nouveaux auteurs,
on a vu un renouveau du storytelling, puisque c'était vu comme un outil, on va dire, technologique, où il y a eu des tests qui ont échoué, comme au début sur la réalité augmentée aussi. On s'est rendu compte d'une chose assez forte à travers l'ensemble du monde, c'est qu'il a emprunté à plusieurs disciplines et que son ADN même, c'était d'être pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'il mélangeait à la fois les gens du cinéma et un peu une rupture, la même, on espère qu'on a pu avoir avec les Frères Lumière ou du passage du théâtre au cinéma. Il empruntait beaucoup aux jeux vidéo, puisqu'en fait, on était souvent à la première personne, on avait des récits passifs, mais aussi beaucoup de récits interactifs dans lesquels on rentrait en scène et dans lesquels on modélait un peu l'histoire, comme le fait très bien le jeu vidéo. Et on avait aussi beaucoup d'acteurs du théâtre, de la scène vivante qui s'y sont mis un peu plus tard et qui ont fait du théâtre immersif. Donc on voit un mélange entre cinéma, jeux vidéo, art, spectacle vivant qui est très intéressant. C'était la première brique. On a vu beaucoup d'auteurs aussi classiques, en fait, issus un peu, comme on dit, des nouveaux médias et qui faisaient aussi à l'époque du web documentaire ou d'autres choses s'approprient, mais aussi des grands cinéastes comme Inarritu, qui avait ouvert Cannes il y a plusieurs années. Donc ça, je dirais que la première tendance, c'est qu'elle est pluridisciplinaire. La deuxième chose, c'est qu'il y a une nouveauté forte, c'est le côté social, de la même façon qu'il y a eu le début de l'Internet et ensuite celle des réseaux sociaux. On voit l'avènement des plateformes sociales, qui est, je dirais, un deuxième tournant, puisque ceux qui ont investi le plus, ce sont des plateformes comme Facebook à travers Oculus, on voit VRChat et d'autres univers, que ce soit en Chine, en Russie, en Asie, qui se développent. Donc en fait, il y avait une première brique qui était celle de l'interdisciplinarité et qui a permis une nouvelle forme de narration. Et il y a une deuxième brique qui est en train d'arriver, c'est celle de la réunion sociale. Et on le voit d'ailleurs parce que beaucoup de festivals et de festivals de cinéma ont aujourd'hui des univers, pas seulement, comme on dirait, figital, mais aussi des univers dans lesquels ils présentent les œuvres en réalité virtuelle et sous forme d'immersion à travers, avec un accès mondial. Donc en fait, il y a la même convergence en fait sur le côté narratif. On voit le social et on débouche aussi en parallèle des festivals sur des espèces de métaverses de festivals. On est en fait arrivé un peu. Donc effectivement, on a le terme métaverse qui est revenu à la mode, mais qui Oui. au fond qui était un univers persistant déjà connu par les jeux vidéo, et je ne fais pas rappel à la littérature. On avait la possibilité en fait de les découvrir. On a un problème, c'est pour ça que je voulais parler de l'immersion et du récit immersif avec un grand I, si on peut. C'est que nous, dans notre positionnement, en tout cas sur New Images, on était plutôt sur le futur du storytelling. Dans ce sens, l'immersion et la VR étaient un peu au cœur de nos enjeux, mais demain, cela peut évoluer. La deuxième chose, c'est que on se rend compte qu'on a réussi à créer des univers persistants de plus en plus forts. On a encore un problème, je dirais que c'est celui de l'adoption massive des casques de la réalité virtuelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils étaient peut-être encore ou peut-être trop lourds, ou peut-être trop chers, ou peut-être on attendait encore une volonté d'avoir plus de contenu. Le social va beaucoup y jouer, mais on attendait aussi des grands artistes. Donc il y a énormément de startups, de jeunes studios, de production et d'auteurs, comme a pu en parler Romain. On a vu quand même des auteurs et des créateurs connus qui s'en sont emparés. Je parle du Bal de Paris avec la chorégraphe Blancali, mais de l'autre côté aussi de Yann Kounen, qui a remis l'expérience au cœur, donc à travers son œuvre Ayahuasca. Terrence Malick avec Orange. Ça mérite de s'y arrêter 2 secondes. C'est que, par exemple, on parle du récit, donc il y a un travail de storytelling très important, mais il y avait aussi la notion d'expérience et de sensation. Quand on rentre dans Ayahuasca, on vit une expérience chamanique, au fond, voilà, sans autre support que la réalité virtuelle. Et au fond, c'est pas une écriture, c'est on vit une expérience. Donc il y a le côté vivre une expérience. Donc il y a une forme d'expérience qui est plus proche de la contemplation ou de l'art. Et il y a le côté storytelling qui est plus proche de l'écriture et des scénarios qu'on peut retrouver dans le cinéma ou le jeu vidéo. Ça, c'est la première chose. La convergence, on en a parlé, en fait, des grands acteurs. Et ensuite, il y a le côté art immersif, si on va jusqu'au bout, qui est arrivé à travers les salles immersives, comme TeamLab l'a fait, ou l'Atelier des Lumières, qui n'a pas été reconnu comme une écriture aussi fine que peut l'être le cinéma, le jeu vidéo, mais qui a provoqué un accès grand public et massif, avec plusieurs millions de spectateurs, à travers des lieux qui projetaient, peut-être parfois sans interaction, des œuvres d'art. Et ça a été un autre tournant dont je voulais parler, et bien sûr le son binaural. Donc voilà un peu, si on fait un état des lieux rapide. Et est-ce que vous avez fait, naturellement.
Ce que tu as fait, on peut voir la vidéo de ta plateforme. Oui, je voulais parler d'un dernier point qui On la lance. c'est quand on parlait de métaverse et de plateforme. On la lance. Je vous laisse la vidéo se lancer. Vas-y. Elle est sans son, c'est intéressant. Ça, on a, on va dire accéléré par le Covid et par les transformations digitales, on a décidé d'associer, en fait, trois grands événements se sont associés, donc qui étaient en général concurrents, et c'est aussi une preuve, on va dire, de changement de paradigme et de perspective. C'est qu'on a donc le festival, enfin Cannes XR, le festival Tribeca et New Images sont associés pour créer un univers, on va dire, d'exposition virtuelle permanent avec là chacun une quinzaine d'avant-premières mondiales. Donc on est vraiment sur le point de vue d'auteur et de créateur, hein, sur comment raconter des histoires. Et on s'est rendu compte que indépendamment de l'art immersif, on avait aussi la façon d'exposer qui changeait. Donc la possibilité d'offrir aux gens une scénographie virtuelle à l'intérieur d'une exposition. Pour y accéder, on pouvait naturellement venir à l'ensemble des festivals, mais on pouvait aussi se connecter pour ceux qui étaient équipés. Et on a pensé à ceux aussi qui n'étaient pas équipés, ce qui est encore une problématique actuelle aujourd'hui. En tout cas pour la partie VR, pas pour la partie réalité augmentée. C'est qu'on a offert des satellites à travers une dizaine de pays dans le monde, hein, donc de la Corée à Quito, on pouvait y aller et y accéder gratuitement. Et ça permettait en fait de découvrir l'ensemble des œuvres. C'est un petit bout de ce qu'on peut appeler métaverse, mais au fond, je ne veux pas rentrer dans cette définition, mais disons que c'est une galerie d'art virtuel qui a été faite par le Museum of Over Reality, qui est une société basée à Vancouver. Il y en a beaucoup d'autres qui se sont lancés. Et ça donne un peu pour moi les prémices de la façon à la fois de découvrir des œuvres, la façon de scénographier les expositions virtuelles. On avait la chance d'avoir la résonance de Cannes et Tribeca de façon mondiale. Et ça montre aussi la façon sociale, puisqu'on pouvait venir à plusieurs et échanger, découvrir l'œuvre en 3D temps réel et aussi échanger. Et on avait d'autres pièces pour pouvoir discuter avec les auteurs et les acteurs de ces œuvres. Donc avec à peu près, je ne sais pas, peut-être 10 000 visiteurs par jour qui ont pu s'y connecter. Donc c'était pour nous une prouesse technologique et éditoriale. Romain, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est pas le futur Netflix ou la future distribution qui est en train de se dessiner? Oui, le dessin, le design du futur, il est là. Il s'écrit depuis 4 jours, d'ailleurs, Oui. particulièrement. Et que ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que l'enjeu d'immersion travaille vraiment à une amplification, en fait, on va dire, des publics, de tous les publics, notamment en termes, je pense, vraiment de médiation culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit à quel point toutes ces nouvelles technos, finalement, travaillent cette immersion et touchent de nouveaux publics. Ça, je trouve que c'est quand même quelque chose, finalement, qu'appelé de ses voeux, on va dire à peu près tout le monde, Bien sûr. mais finalement, qui commence vraiment à être opérant, à s'opérer, et on le voit très clairement, et notamment au Forum des images d'ailleurs, où un très large public découvre des œuvres qui sont effectivement très fortes, à la fois dans l'esthétique, mais aussi dans les défis technologiques qui sont posés. Et pour revenir rapidement sur cet enjeu justement d'appropriation de ces nouveaux langages qui sont liés à ces nouvelles écritures, on voit que l'appropriation par le public, elle est là, et pour un large public. Quand je dis large public, là on voit effectivement donc, les 2 séries digitales documentaires qu'on a faites, donc Camille Dusselier a réalisé, et écrite et réalisée, c'est Flair Productions, en allant chercher ces nouveaux usages, ces nouveaux langages pour France Télévisions. Pour France Télévisions, avec le soutien du CNC. Et là, pour Sorcière Lisa, donc, les 2 sont en ligne, nous l'avons sorti il y a de ça maintenant, au printemps dernier, et il y a 5 millions de vues pour cette série. Donc ça veut dire que ce public jeune a envie d'expériences de l'intime sur des smartphones et qui s'inscrit dans la durée, j'insiste, puisque là on voit que ça a marché pas seulement sur 2 épisodes, mais sur l'ensemble des épisodes. Donc c'est là que le public est là pour des expériences. Tu as d'autres choses à nous montrer? Peut-être. Petite vidéo, c'est toi qui appuies. Bien sûr. Donc là on a le teaser de Sorcière Lisa, et où du coup on peut peut-être avoir le son. Avec le son. Egwene est féministe.
Je me définis comme extrême femme. Et être femme, c'est avoir une féminité non conforme, une féminité paria. Je suis une très mauvaise femme. Ça va pas du tout. Un autre petit film aussi que tu veux présenter? Je crois qu'on est bon sur... en tout cas, c'est oui, il y a Alors, bien sûr, qui est après. Voilà. Donc ça, c'était Alors Média, dont j'ai eu l'occasion de vous parler rapidement tout à l'heure. Donc, on va dire l'ADN environnement à Flair Productions, il est là depuis le début, puisque au départ c'était Nature et Découverte, et puis il y avait ce souhait surtout d'être dans des conduites de changement autour des grandes questions qui nous touchent toutes et tous aujourd'hui autour de l'environnement, et c'était de se dire comment à notre échelle on peut faire quelque chose. Et on parlait de micro tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est-à-dire comment chacun au quotidien, par des micro-gestes, des toutes petites choses, on peut vraiment améliorer à plus grande échelle, on l'espère. Donc là c'est un éditeur, enfin un producteur entre guillemets traditionnel qui s'affranchit de ces diffuseurs traditionnels, 100% digital. Sur quelle plateforme? Alors c'est Alors Média, nous aujourd'hui on est sur Facebook, on est sur Instagram. L'enjeu c'est d'amener aussi ces sujets qui viennent du web pour qu'ils puissent aussi remonter vers les diffuseurs, ce qui a été le cas notamment avec un sujet qui était Alors on s'adapte, donc ça a été 50 vidéos qui ont été diffusées et coproduites avec les France 3 régions. L'inscription aussi d'Alors Média par rapport aux régions est très forte, puisque nous allons au cœur des régions pour aller chercher les innovations autour des questions environnementales, et que par rapport à nos objectifs, c'est d'aller encore plus loin par rapport à la fois aux régions, par rapport aussi à notre ligne éditoriale qui se déploie aujourd'hui sur Instagram, puisqu'on est passé de 5 sujets, on va dire, à aujourd'hui 21 en fait, formats différents, ce qui est aussi une façon de questionner les nouvelles façons de raconter des histoires sur les pure players. Des publics plus diversifiés peut-être. Absolument. L'enjeu, c'est celui de la diversification des publics, tout à fait. Et pour le cas d'Alors Média, nous, le souhait, c'était qu'on ne soit pas sur quelque chose de surplombant sur les messages. On voulait surtout que tout le monde puisse s'approprier ces messages et au quotidien vivre cette les avoir vraiment en main. Pardon, les avoir vraiment en main, parce qu'en plus, le device, c'est le smartphone. Donc il faut que le message aussi soit raccord avec l'outil que l'on manie. Oui, c'est une question d'ergonomie et d'usage. Si par exemple, nous on a une vidéo, comment par exemple recycler les œufs qui sont qu'on n'utilise plus, si on fait l'expérience dans la cuisine, c'est sûr qu'avec son smartphone on peut faire la vidéo et puis ça sert de tuto. Donc voilà. De cette manière-là, il y a toujours un enjeu finalement d'utilisation entre le fond et la forme. Quand on en fait, tu commences une démarche qui va te mener probablement à produire ou à développer du logiciel, ou en tout cas développer des codes pour aller plus loin, parce que tu ne vas pas rester simplement sur le téléphone. En tout cas, quand on a vu tout ce qui est en train de se passer, si tu veux exister sur TikTok, Eric le disait, ou si tu veux utiliser Bimersive, tu vas être amené à faire comme Bimersive, c'est-à-dire des expériences en plusieurs réalités. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a montré Stéphane tout à l'heure? Est-ce que tu utiliserais un éditeur comme Bimersive? Lui, il l'utilise pour engager sur les arts martiaux. Est-ce que toi, tu pourrais engager sur l'environnement avec ton programme? Pourquoi pas? En fait, c'est l'enjeu de connaissance et d'appropriation des univers qui sont proposés. Bon, là, on voyait que la promesse est super claire sur les sports de combat, il n'y a pas d'ambiguïté. En revanche, et je crois qu'il y avait eu, on va dire, des expériences avant sur, justement, et Mickaël en parlait, des univers persistants en 3D, où il y a eu des communautés importantes, mais finalement, les univers avaient du mal à être identifiés, à exister. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a la promesse des métaverses qui sont associés à des univers existants très forts, avec des maps. On a parlé de la musique, de la danse. Voilà, c'est-à-dire que là, on sera sur une un peu différente. Gildas, qui parlait tout à l'heure de la compagnie la Horde avec DJ Ron, on peut imaginer des choses autour de la danse, on peut imaginer des choses autour de l'éducation, TikTok en a parlé.
toi, tu irais et puis utiliser ces outils? Ces outils, comment dire, il faut de toute façon les utiliser. Il faut aussi que faut avoir, et ça c'est formidable parce qu'on a des filières en France qui permettent aussi d'accompagner, on va dire, ces conduites de changement. Et il faut bien évidemment, et on espère qu'elles soient renforcées. Et c'est à nous, productrices, producteurs, auteurs, autrices, d'accompagner ces changements. Merci Romain. Le mot de la fin, presque du kiff, avant qu'on fasse la synthèse avec Walid Ben Youssef et EY. Michael, comment tu vois, toi qui connais cette évolution depuis longtemps, comment tu vois les prochaines étapes? Est-ce que c'est la fusion, la convergence, ou au contraire le talent de chacun qui s'exprime? Bon, en France, on a la chance d'avoir des soutiens publics incroyables comme le Tu peux parler un peu plus fort, ou alors peut-être on entend. ministère qui ont toujours aidé les créateurs, si on parle d'art immersif, à développer des nouvelles histoires. Donc on a un talent inné pour ça. On a aussi une capacité à la fois d'ingénieurs et de développement avec beaucoup de studios. Hein. Donc je pense qu'on a parmi les studios les plus primés en fait à travers le monde. Donc ça a été le talent français, il faut en être fier. Et même au niveau européen, on a toujours eu plus de complexité en termes de distribution et de monétisation. C'est qu'aujourd'hui, les plateformes ou les métavers en cours sont plus les gros investissements sont plus en Asie ou aux États-Unis, soyons clairs, avec des structures comme Viveport ou Oculus Store. Donc c'est aujourd'hui un nouveau combat. Ce serait avoir au niveau européen, au moins au niveau français, en fait, avoir la main sur la distribution de nos propres contenus, pas juste les distribuer ou négocier chez les autres. Donc en fait, ne pas rater ce qu'on a eu et ce qu'on a fait avec les stores pour les mobiles comme Apple ou Android, pour qu'il n'y ait pas au fond que deux balanciers de la suite, puisque la suite, c'est la monétisation et l'accès. Donc, utiliser nos talents pour avoir un accès. La deuxième chose, c'est que effectivement, ça doit servir dans tous les domaines. Donc, les domaines de démocratisation, on doit encore aller plus loin. C'est pour ça que nous, on offre des accès parfois gratuits au grand public sur des œuvres. On voit que ça a toujours un grand succès, mais que le taux d'équipement n'est pas encore au rendez-vous. Donc, il y a aussi une modification de l'équipement. Pour toucher le grand public, c'est des grands concerts, par exemple celui de Jean-Michel Jarre ou celui de Travis Scott sur Fortnite qui ont permis de réunir des grandes communautés. Et aussi, en fait, il y a un enjeu pour l'éducation parce qu'il y a quelque chose de fort dans l'immersion. C'est que pour moi, dans ce nouveau média ou médium, c'est le seul qui nous oblige à avoir une concentration maximum de ce qu'on fait. Si on pouvait, pour l'éducation, revivre les grands moments de l'histoire ou imaginer plonger dans les pyramides de Khéops, des choses qui existent déjà avec Scan Pyramide, et en groupe ou à plusieurs, et avoir cette expérience en même temps sociale, en fait, on arriverait aussi à la démocratisation de ce nouveau format. Donc, je vais vraiment me concentrer sur l'art et l'immersion, puisqu'en fait, au fond, c'est déjà quelque chose qui a eu lieu. L'idée, c'est pour nous et pour la France et l'Europe, c'est de passer du côté créateur de contenu à maîtrise de notre distribution et avoir en fait une capacité en fait de créer nos propres univers. On voit, et donc il faudrait une réunion et une impulsion aussi au niveau national et international pour aller plus loin que soutenir les œuvres, mais aussi mais réussir à soutenir en fait un regroupement de contenus qui permettent de les montrer et de les exposer, comme une exposition virtuelle géante dans laquelle on pourrait voir de manière pérenne l'ensemble de ces talents et de ces contenus, et donc réunir en fait tout et faire converger l'ensemble de nos savoir-faire avec une force de frappe beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Expo universelle de la création. Pardon ? Une expo universelle de la création. Ce serait bien. Voilà, une expo universelle de la création avec un accès à la fois physique, parce que je pense que ça reste essentiel, mais un accès aussi, on va dire, numérique. Et quand je dis numérique, je distingue le côté plateforme vidéo de streaming qui existe depuis longtemps, hein. D'ailleurs, avec les grandes plateformes comme YouTube, et puis à l'époque, souvenez-vous, le lancement de Dailymotion, j'étais à l'INA à cette époque, c'était vraiment en 2004-2005 les premières plateformes grand public. Là, je dirais que c'est l'ère des plateformes grand public virtuelles avec un accès physique et un accès 3D, avec cette notion de temps réel en fait et de socialisation. Donc tous les ingrédients sont là, et il faudrait qu'en fait nous on soit capable de les réunir. Maintenant qu'on a vu tous les différents talents, lors du kiff par exemple, ça a été un éventail parfait. C'est comment réunir ces talents et monter en puissance au niveau international, pas juste avoir des grands producteurs qui se présentent dans les différents festivals. Je ne sais pas si tu as vu l'extrait dont a parlé Marc Petit, où tu as Martin Luther King, la marche de 1963 dans Fortnite, ce qui a priori ressemble à une
une impossibilité. C'est fait par Time Studio Magazine. Est-ce que tu penses que les grands éditeurs vont finalement s'emparer de toutes ces plateformes pour aller chercher les jeunes? Parce que ce qu'il racontait, et on peut la voir sur Internet, cette vidéo, on entend les archives de Martin Luther King, on voit des gamins, des avatars en train de marcher dans Washington. Ils ont complètement... D'ailleurs, c'est même pas eux qui l'ont fait, c'est Time Magazine qui l'a fait à partir de ces archives photos visuelles. Est-ce que c'est pas finalement une des voies pour que les médias et les créateurs s'engagent et engagent aussi le jeu Si. Non, c'est un très bon exemple. En fait, ce serait aussi la démocratisation des contenus et de l'histoire, hein, comme l'a très bien fait la télé et comme l'a fait plus tard les différentes plateformes vidéo. En fait, c'est essentiel de pouvoir raconter ces moments de l'histoire, mais il faudrait réunir au fond presque l'ensemble, je sais pas, l'éducation nationale et des grands producteurs, comme on a pu le vivre au fond à la télévision et sur le web. Et puis, cette idée de revivre en temps réel un grand moment de l'histoire donne aussi une émotion et une compréhension du sujet qui dépasse le cadre de ce que je dirais d'un flux linéaire, qui soit au fond sur mobile, même si c'est accessible à tous, ou sur ordinateur ou sur grand écran. Nous, on a eu la chance de faire avec TV5 et l'INA, de reconstituer en hologramme filmé, mais du coup, le procès de Mandela et de son acolyte Sisulu. Un procès qui avait eu lieu à Pretoria, mais qui n'a jamais été filmé. Ça n'a jamais été filmé, donc on a reconstitué la scène en hologramme à partir des voix et des photos, et des archives et de la Fondation Mandela et de la numérisation des archives. On a réintroduit, par exemple, au cœur de Saint-Eustache, sous forme d'hologramme, ce procès, et du coup, les gens étaient assis face à la scène, comme s'ils assistaient au procès, et ensuite, ça a été filmé et réintroduit en 360. Et en fait, c'est une possibilité de revivre les grands moments de l'histoire. Donc, ça redonne, au fond, ce sentiment d'immersion. Et pour moi, et je le redis encore, une des grandes révolutions qui dépasse encore le cadre de ce qu'a pu produire le changement de paradigme de la photo au cinéma. Même si c'est pas la même chose, c'est l'idée d'avoir d'abord tous ses sens. Et là, il y a encore beaucoup de développement technique à faire en éveil. Et d'avoir l'impression de rencontrer, donc de revivre le monde réel. Donc, pour finir, c'est ce monde virtuel en 3D temps réel qui est le plus proche du monde réel. Merci Mickaël, on en reparlera évidemment, et puis je pense que les festivals aussi vont avoir de plus en plus de spectateurs. Merci Romain, Merci. Longue vie à Flair et à toutes ces prises de risques. Ça fait plaisir de voir que la télé bouge encore, que les producteurs vont de l'avant.